Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 2 novembre 2025. Aujourd'hui, plusieurs choses. En fait, je voulais commencer par remercier tous ceux qui ont contribué au Web Journal de Radio-Québec. Ça nous a sorti de la marge de crédit et on est retourné à flot. Et ça fait vraiment chaud au cœur, la manifestation des appuis qu'on a reçus. Et on a l'impression que vous avez que vous prenez soin de Radio-Québec et que si, par exemple, on tombait malade, il y aurait comme une dizaine des centaines, des milliers de personnes qui prieraient pour nous et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, une bonne nouvelle là-dessus, on est retourné dans le noir. On était dans le rouge, on est retourné dans le noir. Et c'est grâce à vous, on a eu beaucoup de petits dons, des dons moyens, puis aussi quelques gros dons qui nous ont permis de retrouver la viabilité. Et donc, c'est comme font les Chinois, là, je ne sais pas quand ils font quelque chose comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, ça me tentait aussi, étant donné que c'est sur une note d'espoir, ça me tentait de commencer avec certains des messages de Q. Vous savez, depuis l'élection de Trump, on a eu beaucoup de personnes qui apparemment étaient dans notre camp, qui ont comme changé de côté, ce qu'on appelle les Black Pills, etc. Mais je ne veux pas revenir là-dessus, qui sont beaucoup dans l'effet nocebo, c'est-à-dire non, c'est tous les mêmes, etc. Il n'y a pas une personne, il y a plein de personnes qui sont comme ça, alors que quand on regarde, encore une fois, les faits, ça va, on obtient beaucoup plus que ce qu'on avait espéré. Moi, j'aurais jamais pensé que Trump allait comme démanteler le USAID comme ça, ou si tu regardes qu'il allait comme frapper aussi fort dans les pharmaceutiques avec RFK, et donc, je voulais, étant donné, c'est ça, que ça a été comme une bonne semaine, puis on a retrouvé la viabilité, je voulais commencer avec certaines, il y a aussi d'autres personnes, encore une fois, c'est pas juste une personne, c'est plusieurs personnes, chez les chrétiens qui disent, non, on arrive à la fin des temps et puis il faut que ça aille mal pour qu'il y ait le retour du Christ. Et donc, or, c'est pas du tout la lecture qu'on en fait quand on regarde la réelle politique. La réelle politique est plutôt optimiste je pense qu'avec les actions du président Trump, son administration, etc., on a gagné au minimum une génération, si ce n'est pas 2 générations, 3, 4, peut-être un siècle avant que les problèmes reviennent. On est en train de régler les problèmes un par un. Après les guerres, les foyers de tension qui disparaissent partout, la question du Grand Israël, c'est réglé. La charge sur l'industrie pharmaceutique, la corruption, l'état profond à l'intérieur des États-Unis, qu'est-ce qui va rester? Et c'est un mal qui avait gangréné, qui s'était implanté depuis des décennies, peut-être même des siècles, qui est en train d'être expurgé du corps social de l'humanité. Et quand on regarde, ceux qui suivent Radio-Québec depuis le début savent que j'ai eu une vision optimiste des choses. Mais c'est pas optimiste, c'est réaliste, parce que c'est ça qui est en train de se passer pour de vrai. Et donc, quand on regarde ce qui se passe maintenant, on se rend compte qu'on avait raison d'être optimiste. Mais c'est une habitude de chez l'humain d'être très, très, très craintif et de ne pas faire confiance. Et d'une certaine façon, c'est pas nécessairement mauvais. Donc, je ne vais pas jeter la pierre. Je ne vais pas tous ceux qui disent que ça va mal, que ça ira pas mieux, que même si ça a l'air que ça va bien, ça va quand même aller mal par la suite. C'est bon d'avoir de la vigilance, puis je pense que c'est ça. En fait, c'est une des... je pense que je l'avais déjà mentionné dans un web journal, c'est un des objectifs des patriotes, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on n'accorde pas une confiance aveugle à un politicien et que les gens, que les soldats digitaux en particulier, soient toujours sur leur garde. Je pense que c'est fait de façon systématique. Dans le genre, quand Trump critique sa base avec l'affaire Epstein, etc., il y a un peu de ça là-dedans. Je ne sais pas si c'est dans ce web journal-là que j'en avais parlé. Je ne me rappelle plus exactement. Je dis tellement de choses des fois. Il faut rester sur nos gardes. Il faut, comme le dit, je ne me rappelle plus c'est quel politicien américain qui disait ça. La liberté peut s'éteindre. On est juste à une génération de la fin de la liberté. Et chaque génération doit renouveler sa vigilance pour défendre la liberté.
hein, et on était rendu en 2015, avant que Trump se présente, à un moment où la liberté est en train... C'est pas juste la liberté, hein, c'est comme, tu sais, c'est ce qui est d'humain dans l'humanité est en train de s'éteindre. On était en train de rentrer dans une zone, une ère de contrôle. Et voilà, là, on parle de reconquête et de grand réveil. Et le grand réveil s'articule avec la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, y compris la critique de Trump, y compris bon, mais ça fait partie de tout ça. Et donc, j'étais extrêmement positif et je pense que j'ai eu raison d'être positif quand on regarde ce qui est en train de se passer. Je regarde les critiques des gens, me dit Cossette, ouais, on m'a reproché, Amélie Paul m'a reproché que c'était c'était comme ça que je gagnais ma vie, mais si ça empirait, évidemment, ça serait une catastrophe pour moi. D'une certaine façon, mais c'est pas ça parce qu'on a compris le logiciel et c'est pour ça qu'à partir du moment où est-ce que tu comprends le logiciel et que tu sais où est-ce que ça s'en va, ben tu peux avec confiance dire que non, il n'y aura pas de guerre parce qu'on sait que non, il n'y aura pas d'intervention américaine parce qu'on sait que c'est une ruse pour tromper les médias, etc., parce qu'on a compris le truc. Et donc, c'est pas un truc intéressé. En fait, j'ai l'impression souvent que des personnes comme Alex Jones aux États-Unis, qui sont toujours en train de dire qu'on est sur le bord de la Troisième Guerre mondiale, que les mondialistes sont en train de renverser le gouvernement, qu'ils ont gagné, etc., ils sont sur un mode alarme et ça mobilise les gens, c'est peut-être une bonne chose, mais c'est pas fondé sur la réalité. Et je voulais vous montrer finalement, ça c'est quelque chose que j'aurais dû montrer à la fin du dernier Web Journal, c'était l'impulsion derrière la dernière croisade, quand j'avais expliqué dans le dernier Web Journal que on était en train de s'en sortir, c'est-à-dire que j'expliquais les fois où, à travers, par exemple, Charles Martel, et puis l'autre, le gouverneur de Pologne, et puis Léonidas, ce sont ces grands hommes qui ont sauvé l'humanité ou sauvé la civilisation européenne. Puis je faisais l'analogie avec Trump, depuis qu'il est arrivé, il a pris le relais de JFK l'impulsion derrière ce web journal-là, c'était tous les messages de Q où il dit essentiellement qu'on fait ça pour l'humanité. Et je m'adresse beaucoup aux Européens ici parce que les Européens disent « Ouais, aux États-Unis, ça va bien, etc. » Mais en Europe, c'est de la merde, etc. Mais ça va se faire tranquillement. Ça va se faire tranquillement. Oui, c'est un des derniers bastions de l'État profond, mais encore une fois, il y a des actions ciblées on en parle occasionnellement. Là, on pointe du doigt la tyrannie et finalement, ils retirent leur truc. Et à partir du moment où la guerre en Ukraine se termine, et je ne voudrais pas dire ça va tellement mal pour Zelensky. Il y a comme 5 villes encerclées, je l'ai déjà expliqué. Et puis, à partir du moment où est-ce que ces villes-là tombent, le front est troué partout. Ils ne pourront plus arrêter les troupes russes et ça va finalement se solder assez rapidement dans un accord. En tout cas, la situation est vraiment pas favorable. Et à partir du moment où est-ce que le conflit se règle en Ukraine, eh bien, l'État profond européen n'aura plus réellement de marge de manœuvre. Vous voyez, en tout cas, mais tout ça pour dire que les messages de Q parlent de l'humanité tout entière. Hein? Et donc, là, ici, il y a un anonyme qui dit, par exemple, For God and Country, et Trump répond pour l'humanité, For Humanity, Q+. Ça, c'est Trump. C'est pour l'humanité tout entière. Hein? La lumière sauve l'humanité. C'est pas juste les États-Unis. Trump est là pour défendre les États-Unis, mais il y a comment je pourrais dire, une entente mondiale, une entente au minimum entre la Russie, la Chine et les États-Unis sur un certain nombre de choses. Ils vont évidemment avoir des conflits d'intérêts sur le commerce, des trucs comme ça, la vente de pétrole à l'Europe ou la vente de missiles Tomahawk. C'est encore une fois, il ne faut pas être un mulot de l'info, mais quand tu regardes l'ensemble de la sphère géopolitique, l'humanité est en train de s'en sortir. Donc, encore une fois, il le dit pour l'humanité, pour l'humanité. On voit ça dans beaucoup de messages de Q. Pour l'humanité, réveillez-vous et apprenez. Pour l'humanité, hein? Busy saving humanity. On est en train de sauver l'humanité. Parce que si les États-Unis, encore une fois, si les États-Unis tombaient, eh bien, le reste de l'humanité n'aurait pas eu de chance parce que, comme le disent à juste titre beaucoup des analystes européens, beaucoup des problèmes liés à l'État profond, liés à
comment je pourrais dire, aux tentatives de déstabilisation de la planète, le fait que plusieurs foyers de tension aient été allumés à gauche et à droite, puis des révolutions partout, puis la guerre, puis tout ça, ça vient des États-Unis. Les pharmaceutiques et tout ça, ça vient des États-Unis. Et donc, en analysant qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, et en réglant le problème aux États-Unis, on règle beaucoup des problèmes de l'humanité. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça règle beaucoup, étant donné qu'ils sont la cause de beaucoup des problèmes de l'humanité. En réglant les problèmes aux États-Unis, on règle beaucoup des problèmes de l'humanité. Et ça, comme je l'ai répété à Géopolitique profonde, et je le voyais encore sur certains tweets d'analystes européens avec le Venezuela, etc., ils ne comprennent pas qu'est-ce qui a changé avec Trump. Et ils sont toujours sur une logique impérialiste. Or, quand on parle ici de sauver l'humanité, on n'est pas sur une logique impérialiste, surtout que Tulsi Gabbard et tout ça, on dit on n'est plus dans la business de changement de régime. Trump n'a jamais été dans la business du changement de régime, y compris avec Maduro au Venezuela. Cependant, il peut mettre de la pression. Si Maduro envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de cocaïne, de drogue aux États-Unis, ben c'est normal de se défendre. Tu ne peux pas juste dire nous resterons les bras croisés parce que nous sommes pour la paix. Ça ne fonctionne pas. Si un pays t'attaque avec de la drogue et des trucs comme ça, c'est juste normal de répondre. Mais et de mettre de la pression. Mais tout ça pour dire, c'est ça que c'est, tu vois, for God, humanity, l'humanité, etc. C'est l'humanité est bonne et c'est là-dessus que j'aurais dû commencer le dernier web journal, la dernière croisade, et aussi, donc faites confiance à l'humanité. Il le répète aussi ici dans plein de posts. Have faith in humanity, have faith in humanity, have faith in humanity. Ayez confiance dans l'humanité. Gardez la foi, ayez confiance dans l'humanité. L'humanité est bonne. Et donc ça, c'est surtout aussi pour, ayez confiance dans l'humanité, c'est parce qu'on s'en sort. À partir du moment où est-ce qu'ils ont pris le contrôle de l'exécutif, que Trump est rentré en 2016, c'est juste tirer sur le fil d'Ariane et tranquillement, pas vite, tout le tricot va se... tirer sur le fil d'Ariane, c'est pas exactement ça, mais finalement, c'est tirer sur le fil et tout le tricot du mondialisme va se défaire. OK? Et donc, c'est pour ça qu'il dit « Ayez foi dans l'humanité, gardez confiance ». Et là, ici, il dit, le post 45-45, il dit « L'humanité est bonne, mais on ne doit jamais baisser notre vigilance, abaisser notre vigilance. » Hein? Il faut rester vigilant et donc c'est pour ça que ça prend des soldats digitaux. Et oui, il faut rester vigilant sur un certain nombre de choses, sauf qu'il ne faut pas être excessivement négatif. C'est ça aussi le truc, c'est-à-dire qu'il faut avoir les deux hémisphères du cerveau, il faut avoir un œil qui regarde d'une certaine façon, regarder les événements d'un œil critique et l'autre événement qui sait de toute... Mais aussi, il y a énormément de choses positives qui se passent et on s'en va vers le mieux. OK? On s'en va pas vers l'apocalypse, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que ça va plutôt bien, ça va quand même très bien. Et comme je le disais, donc après les guerres et l'industrie pharmaceutique, les conflits réglés un petit peu partout dans le monde, et aussi le fait d'avoir cloué le trou dans le cercueil presque de l'industrie pharmaceutique avec tout ce qui sort devant le Congrès, les mesures du département de la santé, de RFK, etc. Trump enfonce le clou au changement climatique. Et là, ça c'est énorme. C'est Bill Gates qui dit finalement que les changements climatiques ne sont pas aussi pires que ce qu'on a dit. Et là, rappelez-vous, on est en 2020, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans qu'on nous fait peur avec les changements climatiques. Dans les années 70, on nous parlait d'un froid, l'ère glaciaire. Il y a combien de films il y a eu sur la glaciation, l'ère glaciaire et il y a eu plein de films d'épouvante comme ça. Après ça, ça a été la couche d'ozone. Après ça, il y a eu les pluies acides. Et là, il n'y aura plus de neige à l'an 2000, etc., etc. Il y a eu toujours cette crainte. Hein, ça a été utilisé comme, je pense que ça vient du Club de Rome, c'est-à-dire une peur structurante pour l'humanité. C'est ce que Jacques Attali appelait une peur structurante pour l'humanité. Hein? La COVID, ça a été ça aussi. Ça a été une peur structurante pour l'humanité. Quand l'humanité a peur, l'humanité se soumet, c'est-à-dire laisse aller ses droits et libertés et écoute l'État. Et c'est comme ça qu'on peut rentrer dans un système totalitaire. Or, là, il y a Bill Gates qui vient de finalement jeter un pavé dans la mare. Et là, les gens se disent... Pourquoi Trump rencontre Bill Gates? Pourquoi Trump rencontre Bill Gates? Ne devrait-il pas être en prison? Ben, Trump rencontre Bill Gates comme tous les autres, là,
pour lui tordre le bras, pour lui, tu sais, oui, le menacer de je ne sais pas trop quoi, pour faire en sorte qu'il, finalement, fasse s'effondrer l'édifice de l'arnaque climatique. Comment tu fais s'effondrer l'édifice de l'arnaque climatique? Tu pousses par en bas, là, évidemment, avec les soldats digitaux et tout, on a la guerre sur X, sur Facebook, etc. Tu fais des vidéos, mais tu fais aussi s'effondrer l'arnaque des changements climatiques par le haut en faisant en sorte que les principaux défenseurs de cette théorie-là, ceux qui la financent et les figures emblématiques des changements climatiques, fassent un revirement à 180 degrés. Tu sais, comme je disais, on parlait de la partie d'Othello. Il y a des influenceurs, des soldats digitaux de notre camp qui sont comme retournés comme des crêpes dans une partie. Ben oui, c'est ce que là je disais que les gens du camp d'en face sont aussi, les généraux du camp d'en face sont aussi retournés dans la partie d'Othello. Et là, c'est exactement ça qui se passe ici. On a expliqué ça en long et en large dans le code Trump. Hein, donc, code Trump. Est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est quel numéro du code Trump, ça, le fait de retourner, de ne pas détruire ses adversaires, comme Bourla, etc., là, et d'autres, mais plutôt de se servir de ses adversaires. Je pense que c'est le point 6 du code Trump, je ne me rappelle plus, je pense que c'est le point 6 du code Trump. Et vous en avez un autre exemple ici. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des conséquences pour Bill Gates, mais encore une fois, j'ai expliqué, c'est-à-dire qu'avant de buter quelqu'un, tu veux lui faire la poche. Tu veux te servir de lui au maximum. Hein? Et donc, voilà ici, Bill Gates. Pour Bill Gates, le réchauffement climatique ne sera pas la fin de l'humanité. C'est dans tous les journaux. Trump dit avoir gagné contre le canular des changements climatiques après les propos de Bill Gates. Hein, il dit dans un tweet ici, donc... nous venons de gagner la guerre contre le canular des changements climatiques. C'est enterré. On vient de gagner la guerre, c'est terminé. Il n'y aura plus de Greta Thunberg. How dare you? How dare you? Compromise my future. C'est fini. Nous venons de gagner la guerre contre les changements climatiques. Bill Gates a finalement admis qu'il s'était complètement trompé sur la question. Et il a fallu du courage pour le faire. Et nous, lui, en sommes tous reconnaissants. Make America Great Again. Et donc, ça, c'est quoi? C'est un mois après que Trump soit allé à la tribune de l'ONU dire que les changements climatiques étaient un canular. Et là, c'est Bill Gates qui arrive après puis qui confirme les propos de Trump. Alors, Trump qui va à l'ONU, qui dit les changements climatiques. Dans son discours, il y avait une section entière sur les changements climatiques, la fraude épouvantable des changements climatiques. Là, tous les médias disent « Ah, Trump, sans preuve, blablabla ». Là, après ça, un mois et demi après, Bill Gates qui sort et dit « Ouais, c'est vrai, Trump avait raison, essentiellement. Hein. » Il dit ici dans ses notes personnelles, c'est un site où ça s'appelle Gate Notes, il dit donc 3 vérités difficiles sur le climat. C'est difficile parce que là, c'est une business. Hein. Il y a des... Pensez aux conséquences de ça. Pensez à tous ces centaines de groupes écolos qui ont perdu leur financement avec les coupes dans le USAID, entre autres, là, tous les groupes écologistes. Là, ils se plaignaient de ça. Ils disaient « Ah, le climat va... on a perdu notre financement. » Tu coupes le financement, puis après ça, tu coupes leur idéologie. Tu ne laisses plus rien. C'est épouvantable comme stratégie. Mais il dit donc, ben c'est ça, c'est les partis politiques, c'est les médias, c'est les militants, rappelez-vous de Extinction Rebellion, c'est tous ces gens-là, les ONG, le remue-ménage que ça va causer là-dedans, parce qu'ils nous disaient, et ils obtenaient leur financement comme ça, en disant, il nous reste 5 ans, il reste 5 ans à la planète, il reste 10 ans à la planète, et ça se passait jamais, puis là, finalement, c'est ça, donc c'est terminé. C'est pour ça que Trump dit que c'est terminé. Il n'y aura plus une scène pour ces gens-là parce qu'il n'y a pas raison. Et donc, Bill Gates qui dit « Il existe une version apocalyptique du changement climatique qui se présente ainsi. » Et là, il cite cette définition-là apocalyptique. Il dit « Dans quelques décennies, un changement climatique catastrophique anéantira la civilisation. Les preuves sont partout autour de nous. Il suffit de constater les vagues de chaleur et les tempêtes provoquées par la hausse des températures mondiales. Il est primordial de limiter cette hausse. » Et là, il reprend, il dit « Heureusement pour nous, cette vision est erronée. » Et donc, là, c'est l'ONU qui est désavouée aussi. Ouais, c'est l'ONU qui est désavouée. C'est le GIEC.
Cette vision est erronée. Bien que le changement climatique ait de graves conséquences, notamment pour les populations des pays pauvres, il n'entraînera pas la disparition de l'humanité. Dans la plupart des régions du globe, il sera possible de vivre et de prospérer dans un avenir prévisible. Malheureusement, ces perspectives apocalyptiques incitent une grande partie de la communauté climatique à se concentrer excessivement sur les objectifs d'émissions à court terme, détournant ainsi des ressources des actions les plus efficaces que nous devons entreprendre, des actions les plus efficaces que nous devrions entreprendre, etc., pour améliorer. Blablabla. Et là, ajoutez ça, donc ils viennent valider le fait que Trump coupe dans les subventions aux voitures électriques, l'électricité, etc. Et toutes le net zéro, tout ça tombe à l'eau. Toutes ces politiques. Imaginez que Mark Carney qui était dans le net zéro, etc. C'est terminé. Et là, pensez aussi aux conséquences sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un va nous sortir un « How dare you », on va pouvoir y sortir Bill Gates. C'est comme... c'est comme ça, c'est de la nourriture pour les poissons, c'est comme mettre de la nourriture dans un aquarium. Puis nous autres, on est les soldats digitaux, on s'alimente de ça dans nos interventions. Je ne veux pas dire qu'on est des poissons, là, mais c'est-à-dire que c'est comme de la nourriture pour soldats digitaux. C'est de la nourriture pour l'esprit. Le jus du poisson était mauvais, mais c'est ça des fois en direct. Et donc, ça met un terme évidemment à tout le catastrophisme. 16 000 scientifiques signent un avertissement alarmant à l'humanité concernant la santé de la planète. Le monde au bord d'une catastrophe climatique irréversible, avertissent les scientifiques, etc., etc. Et donc, voilà. Changement climatique et effondrement civilisationnel. Tout ça en même temps, au même moment où le Sénat américain met un terme à toutes les politiques vertes, c'est-à-dire les sénateurs républicains viennent, ça c'était cette semaine, encore une fois, la même semaine que Bill Gates, c'est-à-dire, pensez-y, là, tout ça est comme pratiquement timé, on dirait. Les sénateurs républicains viennent de voter pour démanteler le seul plan climatique des États-Unis. 5 façons dont le méga-projet de loi républicain favorise les énergies fossiles et nuit aux énergies renouvelables et à l'action climatique. Pensez à tous ces militants verts qui sont en PLS après la sortie de Bill Gates. Je sais maintenant c'est quoi PLS. Là. Tout le monde, j'ai eu au moins 200 réponses. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Là. Tu poses une question, puis il y a 100 personnes qui te répondent. C'était ça Q initialement. Hein. Q posait les questions, et puis là, tu avais sur les boards, les groupes de discussion, toute la recherche. Hein. Et pourquoi si? Puis là, tu avais toute la recherche, littéralement des dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers de cerveaux qui réfléchissaient, qui répondaient à la question. Et ça développait une intelligence collective. Et donc, voilà, donc en PLS... position latérale de sécurité, je pense. Voilà. Et donc, c'est ça. Pensez encore une fois, donc c'est ça. Pensez à la façon dont Trump opère. Il retourne les généraux du camp adverse à son avantage au lieu de détruire. Parce que si tu ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y aura pas de conséquences pour Bill Gates, mais si à ce moment-ci, tu as besoin de la caution morale de Bill Gates pour mettre un terme au changement climatique. Si tu fais juste mettre Bill Gates en prison, tu as juste l'air d'un dictateur qui se venge de ses ennemis. Mais si tu remercies Bill Gates parce que Bill Gates est devenu lucide sur le climat, tu viens de changer toute la conscience de l'humanité. C'est-à-dire, tu as un impact. Si tu le mets en prison tout de suite, tu n'as pas un impact sur la conscience de l'humanité. Vous comprenez? En termes de... Tu vas avoir un impact sur la conscience de 5% de soldats digitaux qui veulent en découdre avec Bill Gates. C'est très bien, il doit payer, puis tout ça, oui, mais si tu fais ce que Trump vient de faire, les 5% de soldats digitaux attendent, mais tu viens de changer l'humanité tout entière. Pensez en termes rationnels et non pas en termes émotifs, comme le disait Q, c'est-à-dire utiliser la logique. Il vient au lieu il vient de changer complètement le zeitgeist, hein, c'est-à-dire l'air du temps. Au sujet dans les relations internationales. Ça remontait, c'est de l'ONU jusqu'à nos gouvernements, jusqu'aux militants, jusqu'aux fucking pistes cyclables.
Tu sais, le fait de mettre des pistes cyclables partout pour sauver la planète, là, le fait de mettre des bacs à fleurs et retirer des places de stationnement. Tu sais, moi, je suis passé récemment sur la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis à Montréal, c'est une rue commerciale, c'est-à-dire c'est dans le quartier latin, il y a des commerces partout. Là, l'administration Plante, Valérie Plante, a littéralement a littéralement mis des bacs à fleurs dans les places de stationnement. Ils ne veulent pas que les gens viennent de l'extérieur se stationner sur une rue, une artère commerciale. Et donc, ça, c'est à cause du C40, le Forum économique mondial et tout ça, l'alarmisme climatique. C'est ça, tu as un impact en y allant de façon douce, la main de fer dans un gant de velours, tu es capable de changer l'humanité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, appliquer ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines, OK? Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Maintenant, il y a aussi des choses qui se passent. En fait, la tension monte aux États-Unis. Il y a ces interventions de l'armée américaine dans plusieurs grandes villes. Ils sont déployés et sur le point d'être déployés dans plusieurs grandes villes. On a déjà couvert un peu ça, mais là, il y a des trucs... la tension monte un peu et on sait maintenant que des hauts responsables de l'administration Trump s'installent sur des bases militaires. Et ça, c'est comme c'est un climat pré-insurrectionnel. Je ne veux pas parler de guerre civile, je ne pense pas qu'il va y avoir de guerre civile, mais on sait c'est quoi la capacité de nuisance de l'État profond avec des organisations, des manifestations organisées, des émeutes, etc. Alors qu'on fait monter la tension sur Barack Obama, on sait que c'est le prix final. Hein, c'est peut-être pas final, mais c'est le moi je pourrais dire le gros morceau. Mike Flynn ici qui disait justement qui disait qu'on doit aller jusqu'au bout des choses et foutre Barack Obama en prison. Il n'arrête pas de retweeter sur Barack Obama. Il continue à mettre de la pression. Trump qui retweet ça ici. We must hold every one of these criminals accountable. In their shoes. I hate to say this, but President Barack Obama, there is now incontrovertible evidence that he was the spearhead of a seditious conspiracy to subvert the will of the American people and overthrow the United States government back in 2016. We must... Menace, j'en ai parlé notamment dans Trump 101, les origines, menace à la sécurité nationale, menace à la Constitution. D'aucune façon, Barack Obama va s'en sortir. Il y a trop de pression. Même Steve Bannon le dit. Je veux dire, tout le monde attend juste la fucking arrestation de Barack Obama et il continue à faire monter les enchères tout en faisant en sorte que les responsables maintenant du gouvernement, c'est-à-dire de l'État sécuritaire américain. Hein. C'est les personnes maintenant qui se déplacent sur des bases, là, ici. Hein. Vous voyez ici, c'est France Ouest, Marco Rubio, Pete Hegseth, etc. C'est proche du président Trump qui se réfugie sur des bases militaires. Ça, c'est parce que ça va chauffer. Il y a ici, je ne me rappelle plus c'est quoi, Seth Dillon, le secrétaire à l'armée, Kristi Noem, la responsable du département de la sécurité intérieure, la ministre, c'est quoi le ministre de l'Intérieur aux États-Unis, Pete Hegseth, le ministre de l'Armée, Marco Rubio, la politique étrangère, et ici Stephen Miller, qui est chef de cabinet adjoint au président Trump et aussi responsable de la sécurité intérieure, Homeland Security. Donc, c'est l'État sécuritaire américain, tu sais, comme on pourrait penser à de la continuité de gouvernement, là. Programme de continuité de gouvernement, ce sont l'État, le noyau de l'État sécuritaire américain qui se réfugie sur des bases. Il va se passer quelque chose. Hein? Donc, ici, Axios, des membres de l'administration Trump affluent vers des logements militaires de Washington par crainte pour leur sécurité. OK? Donc, et là, regardez encore une fois, regardez le ton et l'attitude de Barack Obama qui, encore une fois, est aux États-Unis et qui a l'air extrêmement préoccupé. Il sait qu'est-ce qui s'en vient. Là, ils sont en train de remonter la filiale jusqu'à lui. Et là, présentement, vous savez, le Comey du FBI, Brennan et Bolton, Brennan a été référé devant au département de la justice, mais ces gens-là ont vocation à parler. Tu veux pas tomber tout seul et finalement, ils vont donner les... Comey, je pense que c'est déjà fait. Je pense qu'il a déjà donné toutes les informations au sujet de la trahison de Barack Obama. Mais
Rappelez-vous ce qu'il a dit dans le discours ici, là, c'est seditious conspiracy. Et Trump n'a jamais lâché le morceau. OK? Regardez ici l'attitude de Barack Obama, très préoccupé. Regardez ses yeux. Our country and our politics are in a pretty dark place right now. It's hard to know where to start because every day this White House offers up a fresh batch of lawlessness and recklessness and il dit essentiellement que l'administration Trump est en la Maison-Blanche, c'est comme un peu hors la loi, lawlessness, recklessness, et il ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec le pays, etc. Ben, ce qui se passe, c'est que tu as tenté de subvertir la volonté du peuple américain, puis tu vas te retrouver en prison. Bonhomme, il le sait, là, il sait qu'il est cuit. Et donc, voilà, et ça, c'est en même temps, au même moment où, comme je l'ai dit, là, la garde nationale et les agents fédéraux sont déployés dans toutes les villes, on en a parlé, mais et là, ça c'est nouveau cette semaine, le Pentagone ordonne la création d'une force de réaction rapide de 500 soldats par État, selon des sources. Vous voyez qu'il y a un build-up militaire, là. Hein? Il y a la garde nationale dans les villes, la tension monte avec les arrestations. Le Pentagone préparerait des milliers de gardes nationaux à une répression à l'échelle nationale. Le Pentagone préparerait des milliers de gardes nationaux à une répression à l'échelle nationale. Il y a 50 États, fois 500 soldats par État, ça fait 25 000 soldats pour une force de répression nationale. En plus de ceux qui sont déjà déployés, la garde nationale déjà déployée. On n'a jamais vu ça, il ne s'est jamais passé quelque chose comme ça aux États-Unis. Okay? Tout en isolant l'État sécuritaire américain sur des bases militaires. Voilà. Ça monte à chaque fois, la tension monte à chaque fois, et Barack Obama ne semble pas... les gens qui disent, là, « Oh, Alexis, les arrestations s'en viennent. » Allez vous moquer de ça avec Barack Obama. Barack Obama n'a pas l'air de se moquer de ça, vraiment, vous voyez, comprenez? Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, je voulais juste montrer un autre exemple de Bill Gates qui a été retourné au lieu de le détruire. Pour l'instant, là, au lieu de le détruire, Trump s'en sert. Il y a un autre exemple de ça, j'en ai déjà parlé, Bill Maher, qui est un comédien, un humoriste américain qui a maintenant une émission de télévision sur HBO, Real Time, avec Bill Maher. Et si vous suivez Bill Maher, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un d'extrêmement sagace, et il était totalement anti-Trump jusqu'en 2020 peut-être. Il a fait un segment, notamment avec John Brennan, le directeur de la CIA de Barack Obama, où il accusait Trump de trahison. Why did Trump commit treason? Bill Maher and John Brennan agrees he has. Oui, Trump a commis de la trahison. Il était totalement anti-Trump. Et ça a été aussi un des premiers dans les médias à se moquer de QAnon. Il a fait un post sur X, Bill Maher, puis là, il dit il se moquait de Q. Et là, Q l'a exposé. Paf! Tu vois, c'est comme... vous voyez, le club des souliers rouges, là, hein, c'est... les souliers rouges, c'est fort probablement parce que ça va être un peu rough de dire ça, mais je suis pratiquement certain qu'en termes de symbolisme, c'est que tes pieds sont dans le sang. C'est comme... ouais, tes pieds sont dans le sang. Je pense que c'est ça. Okay, je ne veux pas sortir le symbolisme derrière ça, mais il faisait partie du club des souliers rouges et grand ami de Anthony Weiner, celui qui s'est fait attraper avec une jeune fille de 15 ans, l'ancien mari de Huma Abedin, qui est maintenant qui était l'aide de camp d'Hillary Clinton, qui est maintenant la femme de Alex Soros, le fils de son mari, Anthony Weiner, avait des images pédopornographique sur son portable. Il y avait aussi tout le truc, le dossier sur Hillary Clinton pour faire chanter Hillary Clinton, des crimes contre des enfants, etc. C'est le FBI qui a sorti ça et ça n'a pas encore été utilisé. Mais vous voyez en tout cas Bill Maher ici avec Anthony Weiner et Bill Maher qui fait partie du club des souliers rouges. Et quand Bill Maher s'est attaqué à Q a répondu ici dans le post 1843. Est-ce que tu te rappelles de leur nom, Bill? Tu sais, ceux qui auraient abusé ou je ne sais pas. Est-ce que tu te rappelles de leur nom, Bill? Nous les avons. We do. Nous les avons. Do you really believe they are still safe? You are still safe. Est-ce que tu penses que tu es toujours en sécurité? Est-ce que tu penses que tu es toujours protégé? Le monde regarde, Q, etc. Et ça, c'était après le segment sur... et après ce moment-là, Bill Maher a changé de façon
complètement radical sur Trump. Il est passé de quelqu'un qui accusait Trump et qui disait que Trump avait commis de la trahison et tout ça, à là maintenant, il défend Trump et une émission sur deux, ouais, c'est ça, il prend la défense du président, dit qu'il fait des bons coups, etc. Le changement, c'est un 180, encore une fois, c'est un 180 degrés, comme dans la partie d'Othello. Et parce que, et là, pourquoi il a un passe-droit? Il y a évidemment toujours une question d'intérêt supérieur de la nation, de la sécurité nationale, et tu dois avoir des personnes dans le camp adverse à la télévision qui adoucissent ton image. Tu peux encore une fois le détruire, mais il est remplacé, ou bien tu peux le garder en place et finalement il travaille pour toi. C'est toujours ça, c'est ça, encore une fois, c'est du Sun Tzu, l'art de la guerre. Ça fonctionne comme ça. Où est-ce que j'avais mis ça? J'avais une image de Trump Sun Tzu intéressante. Je ne vais pas vous faire attendre. Ici, oui. Et donc, c'est ça un peu le travail, là, tu vois. C'est moins, des fois, c'est moins satisfaisant pour les soldats digitaux, mais finalement, ça donne plus de résultats. Donc, c'est un autre exemple de général du camp adverse qu'on retourne, tu vois. Et comment ils le font? Ils le font parce qu'ils ont la merde sur ces gens-là. Et donc, comment tu peux retourner Bill Gates? Comment tu peux faire en sorte que ces gens-là fassent parce que tu as les dossiers sur eux, parce que tu as accès à la NSA, tu as tout leur profil, tu connais tous leurs crimes. Si l'État profond a des informations sur ces gens-là, eh bien, Trump aussi a la même chose, etc., etc. OK? Donc, ça, c'est ça. Maintenant, donc ça chauffe aux États-Unis. Maintenant, il y a des personnes qui m'ont demandé de parler un petit peu de ce projet de constitution du Québec. OK? Et donc, je vais glisser un mot là-dessus. Projet de constitution du Québec, au Québec, il y a une espèce de renouveau de la souveraineté, une espèce de petite montée du nationalisme. Et le parti au pouvoir, la Coalition Avenir Québec, a décidé de proposer un projet de constitution. Mais pour les Français, ça ne se termine pas ici. Ce n'est pas parce que je parle du Québec que vous devez fermer l'émission immédiatement. Je vais expliquer un certain nombre de choses qui valent pour tous les pays. C'est toujours ce que j'essaie de faire. J'essaie toujours non pas de rentrer dans le particulier, mais d'aller vers l'universel, de faire en sorte qu'on puisse comprendre les régularités. Donc, je vais utiliser l'exemple de la Constitution du Québec. J'ai un propos là-dessus, mais après ça, je vais expliquer pourquoi finalement, je trouve que ça ne règle rien. Et finalement, je ne suis pas d'accord. Donc, le gouvernement Legault présente son projet de constitution ici, donc projet de loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Les Québécois et les Québécoises forment une nation profondément enracinée dans son vaste territoire. Elle est unie autour d'une identité, d'une langue, d'une culture, d'un patrimoine et d'une histoire unique. C'est bizarre. Quand tu dis ça, tu es tout « ouais. » Mais finalement, on est en train de détruire tout ça quand on enlève les crucifix partout avec la laïcité et le multiculturalisme. Là, ils disent, dans le projet de loi, ils disent non. Dans la Constitution, ils disent on prend nos distances du multiculturalisme anglo-saxon, canadien, etc. Nous autres, c'est le modèle d'intégration. Mais il n'y a pas d'intégration, c'est-à-dire que c'est juste du fucking blabla. Rappelez-vous, depuis que Gérard Bouchard, avec la commission sur les accommodements raisonnables, là, on parlait du modèle interculturel. C'est pas multiculturel, c'est interculturel. Qu'est-ce qui se passe depuis? Il se passe rien. On est rendu avec des prières de rue. C'est comme, ça fonctionne pas. C'est du fucking blabla d'universitaire. À partir du moment où est-ce que tu fais rentrer 300 000 personnes par année au Québec, là. Et puis là, il y en a, c'est plus juste Montréal, c'est partout, c'est fucking Rouyn-Noranda, je veux dire, c'est toutes les petites villes, Granby, Sherbrooke, Saint-Lin, Sept-Îles maintenant, il y a des mosquées à Sept-Îles, c'est comme... Ça sert à rien de parler de ces trucs-là, c'est du verbiage de baby-boomers qui vont... Et pas juste de baby-boomers, mais d'une génération qui va bientôt disparaître, tu sais, et qui va être remplacé par un Québec, comme partout en Occident, un Québec qui aura perdu ses racines. C'est ça qu'on est en train de voir. Là. Avec l'immigration de masse, on est obligé on utilise la laïcité pour dire c'est un territoire neutre, etc. Mais c'est pas ça qui se passe dans la réalité. C'est pas ça qui se passe. Et ça nous attire juste une destruction de l'identité. Donc, donc, c'est ça. Ici, dans la Constitution du Québec, il y a des trucs complètement ridicules dans le genre, vous voyez, protéger
protéger le libre choix des femmes d'avoir recours à l'avortement. Dans la Constitution, imagine-tu, là, c'est dans la Constitution, par exemple, au Japon, il y a de l'avortement au Japon. Ils n'ont pas besoin de mettre ça dans la Constitution. Je veux dire, partout en Europe, il y a de l'avortement, on n'est pas obligé de mettre ça dans la Constitution. Le truc, c'est que tu mets ça dans la Constitution, ça devient un droit inaliénable. Et là, tu peux dire, genre, tu sais, quand tu es rendu à 9 mois de grossesse, genre, si ton enfant, il fait des sourires, puis il donne des coups de pied, puis il entend, puis il réagit, puis, tu sais, dans ton ventre, ben, non, j'ai perdu ma job, ça va être difficile, blablabla, je le sens plus du tout. Et donc, ça donne un droit mais indépendamment de ça, c'est mettre ça dans une constitution, ça nous... on serait comme probablement le premier pays avec ça, tu sais, rentrer des trucs complètement ridicules dans la Constitution. Après ça, c'est protéger le droit des Québécois et des Québécoises à mourir dans la dignité, d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. Dans la Constitution du Québec, on dit le peuple québécois a maintenant le droit constitutionnel d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. Je veux dire, il manque juste le droit des trans, là. À force de mettre n'importe quoi, rassembler les Québécois et les Québécoises autour de notre modèle d'intégration nationale qui se distingue du multiculturalisme canadien. C'est du blabla d'universitaire, ça ne change rien. Je veux dire, au niveau d'immigration, ce qu'on a présentement, c'est du blabla. Les villes, la démographie des villes change complètement. En 10 ans, là, on ne reconnaîtra plus Sherbrooke, la ville de Sherbrooke, on ne reconnaîtra plus Saint-Jérôme, on ne reconnaîtra plus. Les villes vont avoir tellement changé. Les immigrants s'en foutent finalement de ces espèces de virgules-là de politiciens québécois. On est en train de changer complètement de peuple. On est en train de changer de peuple, point. Et quand ils disent ici, autour d'une identité, d'une langue, d'une culture, d'un patrimoine et d'une histoire unique, ils s'en foutent complètement. Beaucoup, pas tous, là, il y a peut-être 10, 15, 20%, je sais pas, qui sont super contents puis qui veulent participer, etc. Mais le volume est tellement élevé puis on n'est tellement pas sélectif que quand tu es rendu avec tu commences avec 500 personnes dans une ville, mettons à Rouyn-Noranda, puis là, 10 ans plus tard, tu es rendu à 25 000. Puis là, les restaurants changent, on perd notre identité. Donc, c'est tout ce que je veux dire, c'est que la Constitution, et il y a aussi d'autres choses, là. Laïcité de l'État, etc. C'est que finalement, la Constitution va rien changer. C'est finalement endormir la population avec un succès d'année identitaire, parce qu'il y a un petit regain identitaire, là, pouf, pouf, on parle de référendum et tout. Mais le problème existentiel, c'est la question du remplacement de population. Parler de constitution ou de trucs comme ça, d'un troisième référendum, c'est comme si tu venais de te faire tirer une flèche dans le ventre. Puis le problème, c'est ça. Là. Le problème, c'est la flèche dans le ventre. Tu es en train de mourir. Là, notre identité, notre culture, notre langue, notre identité, le fait qu'on soit enraciné, notre passé, notre histoire est en train de disparaître par un remplacement de population. Ça, c'est la flèche dans le ventre. Puis là, après ça, tu es en train de dire « Ouais, j'ai oublié d'acheter du lait. » C'est comme « Désolé, chérie » ou bien « Vérifierais-tu si... j'ai fermé les lumières de la voiture. » C'est comme on s'en calisse du reste parce que le remplacement de population est tellement rapide au Québec qu'on est en train de tout perdre. Là, okay? Et donc, laïcité, c'est destruction de l'identité et des racines. Égalité homme-femme, finalement, ça va nous servir parce qu'il y a ça dans le truc, égalité homme-femme. Encore une fois, dans la Constitution, on se demande ce que ça fait là. Ce que ça va faire, évidemment, c'est qu'on va imposer des quotas de femmes sur des comités directeurs ou chez les pompiers, à la police, etc. Ça va donner... ça va faire encore une fois, c'est du gauchisme excessif. Et ça va être utilisé par la suite, ces valeurs-là, ça va être utilisé pour endoctriner les enfants à l'école. Et donc, les gens qui disent « Ouais, non, mais on peut changer la Constitution quand... » Non, ça va être utilisé pendant pour les 10, 15, 20 prochaines années pour endoctriner les enfants à l'école aux valeurs de Québec solidaire, du marxisme. Tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai aucun intérêt particulier pour cette constitution du ultra-gauchiste québécoise qui ne règle rien, qui ne règle pas le problème principal. Et généralement, en ce qui concerne la politique, et là, c'est là que j'arrive à un propos plus général, le problème qu'on a au Québec, et aussi en France et ailleurs, c'est qu'on regarde le politique et on
On trouve qu'il y a des problèmes dans le politique et on essaye de changer les problèmes politiques en remplaçant quelqu'un par un politicien par un autre. Puis là, on se demande après pourquoi toutes nos tentatives d'améliorer notre sort, de changer réellement quelque chose, ne donnent aucun résultat. Parce qu'on est confiné, notre esprit est confiné au domaine politique. Or, pour changer le politique, il faut préalablement avoir changé la culture. Et c'est ça que les mondialistes ont compris. C'est ce que j'ai expliqué dans plusieurs webjournaux avec l'École de Francfort qui est arrivée et puis qui a subverti les institutions, l'Église, l'école, la famille, qui ont tenté de tout détruire, qui ont tenté de dire que tout était du fascisme dans la société occidentale. Et donc, ils ont changé la culture, ils ont pris le contrôle de l'éducation, etc., etc. Et donc, pour changer réellement quelque chose au Québec, oui, on peut travailler un peu sur la politique, mais on devrait tous, et pas juste au Québec, en France et ailleurs, en Belgique, on devrait changer, on devrait mettre nos efforts sur la culture, sur les changements culturels. Hein, ça, je vous ai fait un petit graphique ici. Donc, la culture, c'est ce que vous avez dans le milieu. Donc, culture... ça vient d'Andrew Breitbart. Donc, la culture est en amont de la politique. Ouais, donc, la politique, vous avez ici politique, loi, règlement, droit, parti politique, etc. C'est bon, le niveau national, provincial, municipal, etc. Et là, on pense qu'en changeant la politique, en substituant un politicien pour un autre, on va changer quelque chose comme au Québec. Là, présentement, il y a les élections municipales aujourd'hui. Et là, on pense qu'en enlevant Projet Montréal avec Luc Rabouin, en mettant Soraya Martinez, Montréal Ensemble, je ne sais pas trop, là, qu'on va changer quelque chose. Or, les deux ont la même culture politique. On pense qu'on va aller voter puis qu'on va changer. Puis là, il y a les annonces à la télévision de Élections Québec qui disent « Je veux que ma voix soit entendue, blablabla ». Mais on reste confiné dans le politique et on ne voit pas que la plupart des personnes qu'on nous présente ont la même culture, ont les mêmes valeurs, ont les mêmes orientations politiques à quelques virgules près. Or, ce que la gauche a compris, ce que les mondialistes ont compris à quelque part au début du 20e siècle, c'est que si tu veux changer la politique, tu dois changer la culture, tu dois changer les valeurs, l'organisation sociale, familiale, etc., etc. Tu dois changer l'idéologie des gens, tu dois changer... Et après ça, après avoir pris le contrôle de la culture, les changements politiques coulent de source. Et donc, c'est pour ça qu'ils prennent le contrôle de l'éducation, des médias, du divertissement, qu'il n'y a pas un hostie de film sur Netflix où est-ce qu'on nous présente une bonne version du christianisme, par exemple. Que chaque fois qu'il y a de la mafia russe, ils ont toujours une croix, ou chaque fois qu'il y a un père abusif, il y a une croix derrière, en arrière-plan. Ils ont pris le contrôle de la culture, et là, après ça, la politique coule de source. À chaque fois qu'on voit des pères, c'est toujours des pères ratés, comme je l'expliquais dans le dernier webjournal. Les enfants sont toujours rebelles, personne n'écoute personne, il n'y a pas de structure familiale, tout est dysfonctionnel parce qu'ils ont pris le contrôle de la culture. Et donc, après ça, quand les politiciens arrivent pour passer des lois complètement folles, eh bien, ça passe dans la population parce que la culture a été changée. Et là, j'avais rajouté, je ne me rappelle plus c'est quand, c'est il y a peut-être 3-4 mois, un autre élément à ça. Donc, le lien culture-politique, c'est un lien qui a été établi qui a été mentionné, qui a été évoqué par Andrew Breitbart. Moi, j'ai rajouté la biologie, c'est-à-dire hormones, adaptation physiologique, terrain, climat, comportement genré, etc. C'est ça qui va influencer la culture aussi. À partir du moment où est-ce que tu fuck la biologie, où est-ce que tu brouilles la biologie avec les perturbateurs endocriniens, que tu détruis la testostérone des hommes, etc., tu vas avoir des changements culturels. Les changements culturels vont être beaucoup plus faciles parce que tu vas avoir modifié la biologie. Donc, c'est une espèce de triptyque qui fonctionne ensemble, c'est-à-dire que mais ce que la gauche mondialiste a fait, c'est qu'elle a pris le contrôle de la culture. Et après avoir pris le contrôle de la culture, ils ont changé la politique. Puis après avoir pris le contrôle de la politique, ils ont changé la biologie. Il y a comme... parce qu'il y a une rétroaction, tu vois. C'est-à-dire, tu peux, par exemple... je sais pas... Par exemple, à partir du moment où tu prends le contrôle du politique, tu peux laisser les perturbateurs endocriniens dans l'écosystème social. Parce que c'est ça. Donc, les hormones changent la cognition, l'énergie, la motivation. Les hormones vont déterminer aussi certaines formes d'organisation sociale, la distinction homme-femme, etc.
Et ça va avoir une incidence sur la politique, mais il y a comme une rétroaction de la politique sur la culture et de la culture sur le biologique. Parce qu'à partir du moment où est-ce que tu dis, par exemple, tu vois, comme pourquoi ils essaient de se débarrasser de la testostérone? Il y a eu cette espèce de débat sur les masculinistes au Québec, il y a 6 mois à peu près. Un regain de masculinité. On parlait de testostérone ou de trad wives ou de mâle alpha, etc. Puis c'était hyper caricatural par les fucking dégénérés de Radio-Canada. OK? Et parce qu'ils ne veulent pas un retour, évidemment, les mondialistes ne veulent pas un retour des hommes alpha d'une certaine façon, parce que c'est les hommes alpha qui auront le moins peur de contester les lois ridicules. Dans n'importe quelle civilisation, les hommes alpha, ce sont ceux qui se lèvent contre la tyrannie ou ce sont eux qui agissent. Et si tu es un groupe de personnes, une cabale transnationale qui essaie d'avilir l'humanité, d'ouvrir les frontières et puis de mélanger tout le monde, puis de mélanger les genres, etc., ceux qui auraient vocation à monter au créneau, c'est les hommes alpha. Et donc, c'est eux que tu veux, c'est eux qui peuvent résister à ton projet mondialiste. Et les femmes aussi, mais les hommes généralement ont cette capacité-là, avec la testostérone, entre autres, de monter rapidement au créneau. Et donc, c'est eux que tu veux neutraliser. C'est eux que tu veux neutraliser en premier. C'est ce qu'ils font depuis 40, 50 ans. Rappelez-vous ce que j'avais expliqué ici. Le réalisateur James Cameron, le réalisateur d'Avatar, dit que la testostérone est une toxine qu'on devrait purger de notre système, que les jeunes garçons devraient purger de leur système. Beaucoup de choses que j'ai dites avant, je ne les referai pas au niveau de ma carrière et aussi à cause de risques qu'on prend quand on est jeune, un homme fougueux, saturé de testostérone. Elle dit je vois toujours la testostérone comme une toxine qu'il faut éliminer progressivement de son organisme. Et là, tu as des hommes, tu as des bêtas, et on se demande comment ça se fait après ça que les hommes ne font plus rien, ne prennent plus position sur... ne veulent pas se battre, regardent la télévision, mais il y a des conséquences à l'affaiblissement de la testostérone. Alpha, la culture de l'annulation, rappelez-vous comment on critiquait ça. Et finalement, quand tu détruis la testostérone des hommes, tu permets, comme le disait Q en début d'émission, au mal de prospérer. C'est-à-dire que tu as une population, comme l'a expliqué H.G. Wells dans La machine à remonter le temps, de Time Machine, à force de purger la testostérone sur des générations et des générations, tu te retrouves avec une division de l'humanité en deux, c'est-à-dire les Eloi et les Morlocks. Les Eloi sont hyper naïfs, sont hyper gentils, n'ont aucune conception du mal, ne savent pas comment se défendre. C'est un peu comme les Ewoks, là. Et se font littéralement manger la laine sur le dos, se font kidnapper, attaquer, et puis manger par les Morlocks, qui, eux, sont de véritables bêtes, etc., etc. Donc, le fait de réduire la testostérone, c'est ça que ça produit ça produit des Eloi, ça produit des gens facilement manipulables, avachis, qui ne résistent pas à la tyrannie. Or, le plan, c'est fight, fight, fight. Et pour fight, 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 on a besoin de la testostérone. Le problème, c'est juste que la testostérone est en train de diminuer. Non, et ça arrange les mondialistes, c'est en train de diminuer, est en train de s'effondrer depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pas moi qui le dis, il y a énormément d'études qui le démontrent. Des études montrent que le taux de testostérone chez les hommes diminue depuis des décennies. La plus importante, une étude de 2007 publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, a révélé qu'une baisse substantielle du taux de testostérone chez les hommes américains depuis les années 80, avec une diminution moyenne d'environ 1% par année. Imagine, ça c'est depuis les années 80, ça fait... Depuis les années 80, les hommes américains ont perdu 50% de leur testostérone. 50%. La testostérone. Imaginez ce que... Et qu'est-ce que ça fait comme un peuple qui n'a plus de testostérone? C'est comme un peuple anesthésié qui est faible, qui est obèse, qui n'a plus envie qui n'est plus vigilant, qui se vautre dans le divertissement, etc. Il y en a beaucoup des études. Hein. Il n'y en a pas juste une, il y en a des centaines, mais peut-être pas des dizaines. Le niveau de testostérone diminue régulièrement chez les jeunes Américains, blablabla. Là, on dit de 99, une autre étude de 99 à 2016. Ici, on a le journal de Clinical Endocrinology and Metabolism. Nous observons une baisse importante de la testostérone indépendante de l'âge. C'est indépendante de l'âge. C'est pas parce que tu vieillis, là, c'est comme...
Chaque génération a moins de testostérone que la génération précédente, qui ne semble pas être attribuable aux changements observés dans les facteurs explicatifs comme l'âge, etc., etc. La baisse estimée au niveau de la population, généralement n'est généralement pas associée à l'âge ici. Même chose, en tout cas, il y en a plusieurs baisses. Taux de testostérone stérique chez les adolescents et jeunes adultes de sexe masculin aux États-Unis. Il y a plusieurs raisons pour ça aussi, notamment l'alimentation, le fait qu'il y ait beaucoup de sucre, l'obésité. Il y a plusieurs facteurs, mais il y a aussi tous les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs d'hormones qu'on retrouve dans l'environnement. Pourquoi les hommes de la génération Z et les milléniaux ont-ils des taux de testostérone plus faibles? Il y a de fortes chances que votre grand-père ait eu un taux de testostérone plus élevé que vous, mais pourquoi? Et donc, à quoi sert la testostérone? En plus de construire les muscles, les os, les poils, là, le développement du corps et de la voix, la libido, etc., la testostérone affecte l'humeur et la qualité de vie, c'est-à-dire la santé mentale. Mais pas que. Et donc tu sais, l'espèce d'effet nocebo des fois qu'on voit, encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a des raisons endocriniennes à ça. Il y a probablement le fait qu'il n'y a plus de testostérone, puis tout le monde commence à être négatif, etc., parce que vous avez comme ceux qui sont négatifs, 50%, vous avez des fucking low T, 50% de testostérone comparé à la génération précédente. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi la mémoire verbale et and thinking ability, la capacité de penser, c'est-à-dire la capacité de penser en profondeur, la capacité, c'est-à-dire, disons-le, le discernement. Et donc, là, pensez aux mondialistes qui n'abordent pas ça devrait être dans la Constitution québécoise, là. Rétablir les taux normaux de testostérone chez les jeunes adultes, particulier chez les jeunes mâles, tu sais. Mais ils ne feront pas ça. Ils ne feront pas ça. Vous comprenez? Ça serait une priorité parce qu'il y a réellement urgence dans la demeure. Et il y a plein de trucs qui perturbent. Encore une fois, c'est lié au combat politique. Tout ça est lié au combat politique. On se demande, tu sais, comment ça se fait que personne réagit autour de moi? Bien, une des explications, c'est ça. Il y a le fait d'avoir tu sais, de la pornographie facile, d'avoir tu sais, de la dopamine, c'est-à-dire produire le fait les jeux vidéo, tous les stimulateurs de dopamine, les hommes ont accès à de la dopamine très, très facilement, le divertissement, les films, la télévision qui nous rend, qui nous hypnotise d'une certaine façon. La télévision, là, ça nous rend passifs, mais aussi les perturbateurs endocriniens. Et donc ça, c'est important de rétablir ça. J'avais fait un petit segment sur l'énergie cellulaire. J'avais dit que j'allais faire peut-être un truc sur la testostérone. Bien, vous l'avez ici parce que c'est super important, pas seulement pour le corps, mais pour l'humeur et la capacité de penser. Et donc, c'est important d'aller au gym. C'est important d'aller au gym, surtout pour les garçons, là, mais les filles aussi, là. Mais c'est important d'aller au gym, de ne pas être avachi et d'éviter certaines nourritures. Présence de perturbateurs endocriniens de plusieurs classes dans un système d'approvisionnement en eau potable et risques associés, menaces cachées dans votre eau, les xénoestrogènes et leurs impacts sur les niveaux de testostérone. Pour moi, ça, c'est une priorité. Je ne comprends pas comment. Pourquoi c'est une priorité? Parce que la biologie est en amont de la culture et la culture, finalement, fait que si tu as une biologie. Si tu as une biologie déficiente, tu vas avoir des hommes faibles. Tu sais qu'on dit, là, les hommes faibles créent des temps difficiles. Là. Bien, si tu as une biologie déficiente avec un manque de testostérone, tu as des hommes faibles qui vont créer des temps difficiles. On les voit tous à la télévision avec leurs hosties de réflexion de gnouf. Tu sais, les animateurs de télé, nos politiciens, tu te dis, quelle larve! Quelle hostie de larve, ce politicien-là! Ben, c'est ça. C'est le manque de testostérone en partie, là, qui crée une culture politique de faiblesse absolue. Oh, l'immigration, ouvrons les frontières, hostie. C'est comme, puis après ça, finalement, ça se retrouve dans les lois. Fait que nous autres, on change les politiciens, on remplace un politicien par un autre, mais la culture n'a pas changé. Puis en amont de ça, il y a la biologie. Fait que c'est un tout qui se tient, ça. Du biologique jusqu'au social. Du biologique jusqu'au politique. C'est une conception organique de la société, mais tout ça a un sens. Ça, c'est une vision à 40 000 pieds aussi. Là. Ouais, donc, mais il n'y a pas que dans l'eau, parce que dans l'eau, il y a notamment la pilule contraceptive que les femmes prennent.
Bien, quand elles urinent, il y a comme des rejets de xénoestrogènes qui ne sont pas filtrés dans les usines de filtration d'eau. Puis quand tu bois de l'eau du robinet, il n'y a pas juste des métaux lourds là-dedans, il y a des xénoestrogènes. Fait que ça fait monter le niveau d'estrogène chez les hommes, entre autres, et chez les femmes aussi, ce qui peut aussi causer des problèmes. Mais perturbateurs endocriniens dans l'eau potable, ce que vous devez savoir, estrogène dans l'eau, le danger caché, pas que dans l'eau, dans le lait aussi. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai arrêté complètement de boire du lait. Exposition aux estrogènes exogènes par consommation de lait commercial provenant de vaches gestantes. Parce qu'il continue à traire les vaches, même quand les vaches sont enceintes, genre, je ne sais pas trop combien de mois par année, 6, 7, je sais pas, 6 mois par année, par exemple, sont enceintes, et elles produisent beaucoup d'estrogènes quand elles sont enceintes, et les producteurs de lait continuent à pomper le lait de la vache enceinte, on les pompe à peu près 10 mois par année, 9-10 mois par année, même quand elles sont enceintes, et là, il y a un excès d'estrogène dans le lait, qui cause, selon cette Library of Medicine, ici, résultat, après la consommation de lait de vache, des concentrations sériques d'estrone et de progestérone ont augmenté significativement dans celles de l'hormone lutéisante, de l'hormone follico-stimulante, etc. Ça, c'est les testicules qui produisent de la testostérone. Et de la testostérone ont diminué significativement chez les hommes. Les concentrations urinaires de 1 et d'estradiol, progestérone, ont augmenté significativement chez tous les adultes et les enfants. Vous donnez du lait à votre enfant, là, c'est comme... Après ça, il revient avec les cheveux mauves, il est allé à l'école en plus, ils l'ont endoctriné, tu lui donnes du lait, de l'eau du robinet, puis... il n'y a pas une cause unique, mais il y a des enfants qui passent à travers les mailles du filet puis qui s'en sortent finalement bien. Mais mettez tout ça ensemble, mettez l'eau, le lait, tous les autres perturbateurs d'hormones, puis tout ça. Puis là, après ça, on se retrouve avec des pourcentages de la population. Puis là, après ça, ces gens-là vont devenir des électeurs ou des membres de Québec solidaire, vont devenir des politiciens qui vont construire des pistes cyclables, etc., etc. C'est comme le Tylenol. Pensez au Tylenol aussi, toutes les études le montrent. Les médias continuent à dire qu'il n'y a pas d'études sans preuve, etc. Alors qu'on a montré toutes les études à Radio-Québec. Tu crées de l'autisme et tu crées... Pensez à tous ces problèmes-là. Et donc, ils disent ici... conclusion, les données actuelles concernant les hommes et les enfants indiquent que les estrogènes présents dans le lait sont absorbés, ce qui entraîne une suppression de la sécrétion de gonadotrophine et par conséquent une diminution de la sécrétion de testostérone. La maturation sexuelle des enfants prépubères pourrait être affectée par la consommation régulière de lait de vache. Est-ce que je le répète? La maturation sexuelle des enfants prépubères pourrait être affectée par la consommation régulière de lait de vache. Là, après ça, ils s'en vont, perturbateurs endocriniens, puis ils s'en vont à l'école, puis ils disent, le sexe, tu peux choisir ton sexe, c'est comme tu veux, puis c'est n'importe quoi. Fait que là, tu as le perturbateur endocrinien, plus l'enseignement, l'endoctrinement LGBTQ à l'école, non-binaire. Après ça, tu te demandes pourquoi ton enfant arrive. Épargnez-lui le lait et puis les fromages. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, j'adore le fromage. J'ai arrêté ça. Et puis, envoyez-le au gym ou faire du sport, des sports de compétition préférablement. Ici, exposition aux estrogènes par la consommation de lait commercial. Ça, je l'ai ici. Ça, c'est une étude de l'Université de McGill. Lait, hormones et cancer. Les estrogènes naturels sont jusqu'à 100 000 fois plus puissants que les estrogènes de synthèse qui imitent leur action. Ça, c'est dans le lait, là. Où trouve-t-on ces puissants estrogènes naturels? Dans le lait. Et donc, ça, c'est sans compter toutes les cannes de conserve que vous devriez éviter également. Une étude établit un lien entre les aliments de conserve et l'exposition à des perturbateurs endocriniens, etc., etc. Les cannes de conserve, c'est le truc à l'intérieur de la canne de conserve là, pour la préserver. Plus toutes les nourritures avec beaucoup de sucre, ces bons biscuits sucrés, ces viennoiseries, ce Coca-Cola, le muffin le matin, plus de l'alcool et ajouter le lait puis des pâtes, avec, etc., etc., ça fait s'effondrer le niveau de testostérone. Et après ça, les hommes votent comme des hosties de pouiches aux élections.
Et se révolte pas quand, tu sais, quand ça fait 20 ans que tu habites au même endroit, puis là, tu te fais, tu sais, ta rue, tu perds tous les stationnements sur ta rue parce qu'ils imposent une piste cyclable ou tu sais, à l'école, ils endoctrinent ton enfant vient, tu sais, ton enfant de 8-9 ans arrive avec des affaires complètement ridicules à la maison le soir, là, tu réagis pas, tu sais. Tu réagis pas, ben, c'est parce que, tu sais, pourquoi tu réagis pas? Parce que, tu sais, il y a des raisons biologiques à ça aussi. Hein. Il y a des raisons biologiques à ça. C'est important de faire. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a des suppléments, j'en avais parlé la dernière fois, pour combattre, en plus de purger tout ça, purger l'eau du robinet, le lait, les cannes et les trucs très sucrés qui font... Le sucre fait s'effondrer la testostérone. Moi, quand je vais à l'entraînement, là, je reviens le soir, je ne mange pas de pâtes, parce que si tu manges des pâtes, du sucre, n'importe quoi, même du jus de fruits, c'est pas bon pour la santé du jus de fruits, ta testostérone s'effondre immédiatement. Et donc, il y a des trucs qui, en plus de l'entraînement régulier, c'est important de faire de l'entraînement. Tout le monde devrait être inscrit à un gym, là, tout le monde devrait être inscrit à un gym, même à 60 ans, 65 ans, moi, le gym où est-ce que je vais, il y a des personnes de 70, 75 ans qui sont au gym, puis c'est comme tout le monde devrait être inscrit. Personne devrait être amorphe physiquement. C'est une société, c'est comme un peu le signe d'une société malade, là. Et donc, il y a des trucs qui rétablissent, si votre taux de testostérone est bas, il y a des trucs qui rétablissent ça, comme c'est des trucs naturels, comme le Tongkat Ali, qui est une herbe en Asie, une herbe asiatique, là, ce qu'on appelle le Long Jack. Il y a des extraits de ça. Tongkat Ali, ça aide la testostérone, ça aide à maintenir les niveaux de testostérone. Il y a du calcium déglutarate. Ça permet de gérer le surplus d'estrogène, parce que là, vous buvez du lait, etc., vous allez avoir des surplus d'estrogène. Ça va faire en sorte que vous allez accumuler de la graisse et que vous ne saurez pas comment vous débarrasser de cette graisse-là. Comment tu t'es rendu avec un ventre, tu es rendu avec comme de la graisse dans le dos, etc., tu n'as pas beaucoup d'énergie. Ben oui, c'est parce que tu prends de l'estrogène, tu ne règles pas ça, là, tu es comme... Et donc, je dis ça parce que, rappelez-vous, l'année dernière, quand je vous ai dit que j'avais eu un test qui était... qui me laissait entendre que j'aurais pu avoir un cancer. Je n'ai pas refait de test, mais une des raisons, c'est un test hormonal. C'est un test salivaire, un test hormonal. Et on me disait, ouais, ton taux de DHEA est 10 fois plus élevé que les surrénales et puis tout ça. Là, le taux de DHEA est 10 fois plus élevé que la normale. Et ton surplus de DHEA, c'est une hormone, ça, un précurseur de la testostérone et de l'éstrogène. Ton surplus s'en va en estrogène. Je prenais du poids, j'étais fatigué, j'étais comme... Et j'ai tout changé ça. Il y a aussi la viande qu'on achète. Si ce n'est pas marqué élevé sans hormones, bien, ils mettent de l'estrogène dedans. Fait que là, moi j'achetais des steaks. Je mangeais comme un demi-steak en revenant du gym. Puis l'infirmière m'a dit, ben, tu dois arrêter ça parce qu'ils injectent, la viande, ils injectent les animaux à la fin pour qu'ils prennent du poids puis de la taille, de la masse, là, ils injectent de l'estrogène dans les trucs d'élevage. Fait que tu dois choisir une viande sans estrogène, ben, je veux dire sans hormones ajoutées. Ça doit être sans hormones. Bacon, c'est plus difficile à trouver, mais c'est ça. Ben, si la santé est importante pour vous, ben c'est ça. Donc, il y a aussi ça aussi du DIM. DIM, ça c'est un extrait de brocoli. Vous trouvez ça dans le brocoli, Dimavel, il y a DIM. Ça règle aussi, ça gère les niveaux de testostérone, estrogène. Calcium déglutarate, ça aussi, ça aide. Lutéoline, ça aide. Je vous donne pas les gens, des fois, me demandent la posologie, comme pour le bleu de méthylène. Ils me disaient, genre, Alexis, c'est combien tu prends? Je peux pas vous donner de posologie. Je suis pas médecin. Je connais pas votre situation personnelle. Si vous avez des questions, je ne veux pas me faire poursuivre non plus là, pour pratique illégale de la médecine, mais demandez à l'IA. Je ne peux pas répondre à ces questions-là, je ne suis pas médecin. Il y a aussi des extraits de fenugrec qui augmentent la testostérone. Et tout ça est du boron. Ça, c'est un minéral essentiel. Boron, ça augmente la testostérone je pense, de 20% sur... Et donc, si vous mettez tout ça ensemble... Allez-y à petite dose, là, pas besoin mais vous réglez complètement votre problème de testostérone. En réglant votre problème de testostérone, vous avez envie de reprendre votre vie en main, c'est-à-dire quand vous avez plus de motivation, la pensée est plus claire,
vous avez plus d'énergie, vous voyez le problème et là, vous pouvez vous investir politiquement. C'est-à-dire, en réglant la biologie, on règle aussi le problème culturel et on règle après ça la politique. Mais donc, il faut... Mais voilà. Shilajit aussi, de la vitamine D par soleil. Le soleil produit de la vitamine D, mais quand on vit dans les climats nordiques, on a des fois une carence en soleil, donc on peut prendre des compléments de vitamine D. Éviter ça aussi, il y a de la nourriture qui donne de la vitamine D. Du ginseng, le Panax ginseng, ginseng Panax, ginseng coréen, mais c'est certaines formes en fait qui, c'est pas tous les ginseng qui vont aider à la testostérone. Du shilajit, la résine qui vient de l'Himalaya, ça j'en prends. Et aussi du zinc. Le zinc et la vitamine D sont essentiels pour la testostérone. Hein. C'est comme ça va ensemble. Et donc, c'est important je lance les noms comme ça, faites vos recherches. Je ne veux pas prescrire rien, mais c'est important de régler ça. C'est important de régler ça, surtout pour vos enfants. Si on veut avoir un futur, on ne peut pas avoir un futur où est-ce que nos enfants sont des Eloy, où est-ce qu'ils accumulent de la graisse, ils sont passifs, ils sont sur les jeux vidéo et la pornographie, ils n'ont pas envie de s'impliquer, ils n'ont pas envie de former des familles, ils sont pas capables de réfléchir clairement. Ben c'est ça, il y a des problèmes endocriniens. Des problèmes d'hormones. Et après ça se transforme dans la culture et finalement dans la politique. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je n'ai pas tout dit ce que j'avais à dire sur ce graphique-là. Je pense que je vais laisser le graphique sur Telegram. Mais à titre d'exemple, quand je dis, vous voyez ici, il y a comme en bleu, il y a comme, vous voyez ici comme rétroaction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que la gauche a pris le contrôle de la culture, ils ont été capables d'influencer la politique. Mais après ça, en prenant le contrôle de l'agenda politique, puis étant donné que tout le monde était maintenant d'accord sur un certain nombre de choses, les politiques allaient de soi, mais après ça, avec la politique, tu peux changer la culture et puis après ça, tu peux changer la biologie, c'est-à-dire que quand je dis qu'avec la politique et la culture, tu peux changer la biologie, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, castrer les jeunes garçons très jeunes, c'est-à-dire avec des, maintenant dans les universités, par exemple, il y a des cours pour éliminer la culture du viol, et tu peux comme, moi, je sais, mon fils, en tout cas, des séances d'endoctrinement, où est-ce que c'est la masculinité toxique, et donc tu peux avoir toute une espèce de discours castrateur qui fait en sorte que biologiquement, lorsque les jeunes garçons sont confrontés à ce genre de culture où ils ne produiront pas de testostérone, c'est-à-dire qu'avec la politique, tu fais des lois qui vont créer une culture toxique contre la masculinité. Ils disent la masculinité toxique, mais finalement, c'est toxique contre la masculinité. Et en créant une culture toxique contre les hommes, contre la masculinité, tu changes la biologie parce que en castrant les jeunes garçons, tu coupes la testostérone. Ça a des effets biologiques. Il y a comme développement musculo-squelettal et génital aussi. J'en avais déjà parlé, les gens avaient ri, là. Développement musculo-squelettal atrophié. Vous les voyez souvent, ils ont des petits frames. Et puis, il y a tellement de... Ces trois éléments-là sont super essentiels, sont super importants et fonctionnent ensemble. Donc, je le répète avec du K2, le K2 aussi, c'est bon. Hein. Je répète une dernière fois, c'est-à-dire qu'en prenant le contrôle de la culture, la gauche a fait ça dans les années 70-80, notamment avec mai 68. La contre-culture, la révolution culturelle, la contre-culture. Ils ont pris, il y a eu des changements dans l'éducation, etc. Puis, ils ont pris le contrôle des médias, des écoles, etc. Les idéologues de mai 68 ont pris le contrôle de la culture. Et après ça, il y a eu quand les gens ont été endoctrinés avec la culture, tu peux faire des changements politiques qui vont dans ce sens-là. Ça paraît même pas, ça passe comme dans du beurre. Et on se demande pourquoi 60% des Québécois sont en faveur de telle chose ou pourquoi, généralement, les Québécois ne se plaignent pas d'un autre truc, etc. Ben oui, parce que la culture a été changée dans les années 60-70. Et c'est ça qu'il faut attaquer. Quand on dit fight, c'est pas juste de la politique, il faut prendre le contrôle. Il y a une réelle guerre de contre-culture à mener ici. Et donc, ils ont changé la politique. Puis après ça, avec la politique, ils ont changé la culture, il y a une rétroaction sur la culture. Et là, tu crées une culture toxique contre la masculinité qui fait en sorte que tu changes la biologie parce que tu castres les jeunes garçons. Si tu castres les jeunes garçons, tu leur dis qu'ils sont des violeurs en tout bas âge, puis qu'il ne faut pas qu'ils soient violents, puis que puis je veux dire, oui, d'une certaine façon, mais vous comprenez ce que je veux dire.
quand les mères, même, souvent, sont castratrices de leurs jeunes garçons, ben, tu coupes le développement de la testostérone. Et ça c'est... Tu te retrouves avec des trucs comme ça, genre... je vais vous montrer des exemples d'une culture castratrice. Moi, à la base, t'es un homme hétéro, que c'est pas l'ami de Vanessa, ton ami, le cousin de quelqu'un, que j'ai pas de lien. Là. Un inconnu à la base, hétéro, un ouais, inconnu homme hétéro, je pars avec « je Négativement. t'aime pas, Ah, tiens-toi loin ». Je Ouais. pars avec ça, moi. C'est dommage. C'est dommage. Qu'on soit rendu là. Ben tu sais. ouais. C'est plate, dommage. Ouais, Puis, mais Depuis. Alliés Qui quand leur c'est le sert temps de sont fourrer. alliés, mais quand il est le temps de fourrer puis d'être. J'ai le. Tu disais tantôt que personne choisit son orientation. Genre, alpha, genre. Puis il me dit même pas merci. Puis là, ça me frustre tellement. Puis je suis comme, clairement. Je ne vais pas retrouver l'extrait, là, mais il dit, c'est ça, c'est comme, tu as une culture anti-homme, tu vois, et ça crée, finalement, les hommes sont castrés, se conforment à cette culture-là, et ça a des effets en cascade, OK? Je vais commencer à me répéter, mais tout ça doit être compris comme un ensemble biologie, culture, politique. Biologie, culture, politique, et à partir du moment où est-ce que tu règles la question de la culture. Et donc, c'est ça qu'il faut investir. Il faut se battre pour investir pas seulement la politique parce que ça ne change rien. C'est vrai que les gens disent que ça ne change rien parce que la culture n'a pas été changée. Puis si tu veux changer la culture, il faut aussi que tu règles la question de la biologie, etc., etc. Voilà. Donc, leçon de l'histoire, inscrivez vos jeunes garçons à des gyms, à des sports de compétition. Faites attention à ce que vous leur donnez dans leur alimentation. Faites vos recherches sur les perturbateurs endocriniens, etc., etc. OK? Voilà. Donc... c'est ce que j'avais, c'est ça, sur la Constitution québécoise. Ça règle pas le problème, ça passe à côté du problème principal qui est l'immigration, et puis ça a l'air d'être juste un bonbon pour faire patienter. On va avoir quoi? On va avoir une constitution, puis c'est une constitution qui est très, très, très social-démocrate, et maintenant, ça va être utilisé dans les écoles pour endoctriner. Tu vois, l'égalité homme-femme, là, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est finalement, parce que la tendance, c'est que c'est l'indifférenciation entre l'homme et la femme. Et si tu veux avoir de l'indifférenciation entre l'homme et la femme, tu dois réduire la testostérone chez les hommes. Parce que c'est là que tout commence, notamment la production les testicules. Au lieu d'avoir un vagin, tu as un pénis et des testicules, etc. La différenciation commence là. Et donc, si tu veux détruire c'est ça, hein, avec les trans, il y a une offensive avec les trans, là. Si tu veux détruire la distinction homme-femme, tu dois aussi détruire la distinction testostérone-estrogène. Donc, tu veux que les hommes soient remplis d'estrogène, puis que les femmes prennent la testostérone ou quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc, tout ça, et les mondialistes ont compris ça. Ça ne fait pas sexy à expliquer dans un web journal, mais les mondialistes ont compris ça, c'est-à-dire... que c'est un ensemble, et c'est ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui. OK, ouais, on va laisser ça ici. On va remercier, encore une fois, ceux qui... Est-ce que j'avais d'autres choses? Ah oui, les bienfaits de la testostérone. En tout cas, je l'ai expliqué, c'est ça. C'est que ça implique aussi la mémoire et la cognition. Ça implique la mémoire et la cognition. C'est-à-dire le tranchant entre deux choses, là, la capacité de distinguer la différence entre deux choses, je ne suis pas sûr que ça vient de la testostérone. Okay? Donc, on le dit ici, la capacité de réflexion critique. Voilà. Donc, on remercie ceux qui ont fait qui nous ont aidés, littéralement, à sortir de la merde. On est, comme je vous dis, on espère que ça ne se reproduira jamais et qu'on va toujours avoir votre appui continu et c'est ça qu'on se retrouve. On va pouvoir continuer nos analyses. Je pense qu'encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui prennent le flambeau puis qui aident Radio-Québec le font pour tous ceux qui ne peuvent pas. Et donc, c'est un geste altruiste parce qu'il y a comme probablement 75, 80, 90% des auditeurs de Radio-Québec qui ne peuvent pas vraiment. Puis il y a beaucoup de personnes qui nous le disent. Là, je ne peux pas, Alexis, je suis désolé que on comprend ça. Et donc, ceux qui le font, vous le faites pour les autres aussi. Vous faites en sorte que je ne parle pas juste à 2, 3, 4, 5 000 personnes, mais je parle à 200 300 000 personnes que les analyses portent jusqu'en Europe. On est une des seules antennes au Québec qui se rend jusqu'en Europe. Vous voyez? Et donc, c'est mondial, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est un geste d'altruisme, anonyme d'altruisme, qui rend ça possible pour tout le monde. Et
au nom de tous les auditeurs de Radio-Québec, vous avez nos plus sincères remerciements, ceux qui contribuent. Merci beaucoup. Voilà, vous savez comment faire. On doit faire le pitch à chaque fois, mais c'est ça. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est... je trouvais que c'était important de parler du lien biologie, culture, politique. Les gens ne font jamais ce lien-là. Le lien Politics is downstream from culture de Andrew Breitbart. La culture est en amont de la politique. Ça, c'est bien connu, mais il y a la biologie derrière ça qui est fondamentale. Comme tous les organismes, c'est-à-dire qu'on peut comprendre... On peut faire le même genre de réflexion, par exemple, en utilisant une cellule. Pour l'immigration, par exemple, où une cellule doit avoir une membrane qui isole l'intérieur de la cellule de l'extérieur de la cellule, qui protège l'intérieur de la cellule. À partir du moment où est-ce que la membrane est compromise, la cellule va mourir. Il y a trop d'influence extérieure, il y a toutes sortes de trucs qui rentrent dans la cellule et elle va mourir. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec les pays occidentaux. Encore une fois, prenez, c'est biologie versus culture versus politique, c'est la même chose. Ils sont en train d'ouvrir les frontières complètement, de sorte que n'importe qui, n'importe quoi rentre. On n'est plus capable de maintenir notre identité, notre culture. La cellule est plus capable de maintenir son identité, sa cohésion, son logiciel, et finalement s'autodétruit. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les civilisations, la civilisation européenne, les pays, etc. Et la CAQ dit, on veut préserver notre culture enracinée, notre identité, etc. Mais tu ne règles pas l'immigration, tu es en hostie d'hypocrite. Parce que c'est ça, les frontières ouvertes, c'est ça que ça fait. Ça fait rentrer tout et n'importe quoi, ça détruit l'identité, le noyau de la cellule. Il y a un noyau, il y a un logiciel québécois qu'on a beaucoup senti, je vais terminer là-dessus, qu'on a beaucoup senti dans les années 90. Rappelez-vous comment c'était dans les années 90, ceux qui étaient là. C'était à l'époque, juste avant le référendum, le Canadien venait de gagner la Coupe Stanley. On avait les bébés, Laurent Jalbert, Normand Brathwaite. Il y avait une espèce d'effervescence culturelle, Daniel Bélanger. On avait, il y avait cette espèce de... cette espèce d'identité québécoise très, très forte qu'on a sentie dans les années 90 qui s'est graduellement complètement dissoute. Là, aujourd'hui, c'est quoi, là? C'est quoi? Aujourd'hui, on mange halal. et donc, c'est ça. Mais ça, c'est parce que la membrane a été compromise. Et ça, c'est le logiciel, je l'ai expliqué encore une fois je pense que c'est dans Endgame et dans Alligator Alcatraz. Ça, c'était ça l'objectif de George Soros dans les années 90, quand il a dit, quand il a publié son texte sur la société ouverte, il dit il faut des sociétés ouvertes et l'OTAN a vocation à ouvrir les sociétés. Et là, vous avez le lien avec l'OTAN, qui, les réseaux mondialistes, les réseaux atlantistes, etc., qui font en sorte qui appliquent le programme de Soros de la société ouverte. On ne veut pas être fermé. Puis là, tu entends souvent ça sur les réseaux sociaux. « Ah, toi, tu es fermé, etc. » Oui, c'est ça, comme une cellule qui protège son intégrité. Exactement, oui. C'est pas négatif, c'est essentiel, c'est biologiquement essentiel. Et donc, c'est une attaque d'en haut sur l'intégrité du système d'étonation qui ressemble à une attaque contre une cellule, c'est-à-dire quand tu as un virus qui attaque une cellule puis qui ronge la membrane, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une continuité, c'est une conception organique de la société, mais elle n'est pas tout à fait sans fondement. Entre le biologie, la culture et le politique, tout ça est lié. Voilà. On va terminer là-dessus, sinon on va dépasser le 1h30. Et ça va bien aux États-Unis. Et l'humanité est bonne et on s'en va vers le mieux. Voilà. Pour ceux qui sont négatifs, nocebo, allez au gym, asti, prenez de la vitamine D, etc. OK, voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On ne va pas être baveux. Merci beaucoup. Merci encore une fois à ceux qui nous ont aidés. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang.